Après 2 semaines sans événement, l'UFC fait son retour avec un UFC Fight Night à Nashville. Nous aurons la présence de notre Français Morgan Charrière. Et à côté de ça, nous aurons comme main event Derrick Lewis contre Talison Teixeira. On va parler de tous les combats de la carte en parlant du premier combat jusqu'au dernier. Les pronostics de l'UFC Nashville, c'est maintenant. Premier combat de la carte, Fatima Klein contre Melissa Martinez. Les deux femmes sont en 1-1 à l'UFC, mais Fatima Klein est bien favorite dans ce combat et c'est assez simple, tout simplement parce qu'elle est bien meilleure. Fatima Klein en 1-1 à l'UFC, car tout simplement sa seule défaite c'était ses débuts à l'UFC face à Jasmine Jasudavicius en flyweight. Donc si on fait le calcul, elle est en strawweight. Donc je n'ai pas fait de recherche spécifiquement sur le combat contre Jasudavicius, mais j'imagine que c'était un short notice pour ses débuts à l'UFC en juillet 2024, donc quand Jasudavicius était sur une grosse série de victoires. Donc perdre à la décision face à Jasmine Jasudavicius à ce moment-là, c'est quand même très fort quand ce n'est pas ta catégorie. De l'autre, Melissa Martinez, elle a quand même perdu contre Elise Reed, qui n'est pas du tout le haut de la catégorie chez les strawweight. Donc on va partir assez simplement sur une victoire à la décision de Fatima Klein. Deuxième combat chez les lightweight, Mike Davis contre Mitch Ramirez. Écoutez, c'est un combat assez facile à pronostiquer. Mike Davis à l'UFC, c'est 4-2. Pour ce qui est de Mitch Ramirez, c'est 1-1, c'est 0-1, c'est même pas 1-0, j'allais dire c'est 1-0, mais non, c'est 0-1, c'est qu'un seul combat, une défaite. Maintenant, Mitch Ramirez, sa défaite, c'était face à Thiago Moises, donc ça reste quand même un gros morceau. Mike Davis, il est en 4-2, donc il a une défaite face à Farizia, mais il a quand même deux victoires face à deux noms que vous connaissez peut-être, Mason Jones, qui va notamment combattre à l'UFC Paris, et Vyacheslav Borchev. C'est pas des gros noms, c'est pas des gens très forts, mais c'est quand même des noms un minimum connus dans le roster. Mike Davis, c'est quand même quelqu'un de très solide qui a notamment une très bonne boxe. La plupart de ses victoires sont par KO. Mitch Ramirez, il a un record de 8-2. Donc écoutez, faut savoir que sur ces deux défaites, il a 2 défaites par KO. Hein. Donc je suis allé sur la victoire par KO de Mike Davis. Je pense qu'il va gagner ce combat par KO. Sur ses 11 victoires, il en a 7 par KO, ouais, je regarde en même temps. Il en a 7 par KO, donc je suis allé sur la victoire de Mike Davis, sur un combat quand même assez tardif, sur un KO assez tardif. KO 3ème round pour moi pour Mike Davis, mais normalement ça devrait le faire assez largement pour Mike Davis qui est quand même largement favori pour ce combat. On parle quand même de moins 900. C'est pas mal. On continue avec un combat des poids lourds, donc qui va peut-être être intéressant pour le début de cette carte quand même. Kennedy Nzechukwu qui va affronter Walter Walker. D'un côté on a Walter Walker, pour ceux qui peut-être vous dit quelque chose, c'est le petit frère de Johnny Walker, qui est quand même assez bien connu dans la catégorie des light heavyweight. En parlant de cette catégorie des light heavyweight, Kennedy Nzechukwu, c'est un ancien combattant de cette catégorie. Il est monté en heavyweight il n'y a pas si longtemps que ça. Kennedy Nzechukwu, depuis qu'il est monté en heavyweight, c'est 2-0, 2 KO premier round face à Junior Tafa et Dontel Mays. C'est faux. Dontel Mays et Junior Tafa, c'est les 2 victoires de Walter Walker. Hein. C'est les 2 derniers combats de Walter Walker, je dis n'importe quoi. Kennedy Nzechukwu, c'est 2 victoires, c'est bien 2 KO premier round. Hein. C'est face à Lukasz Brzeski et Chris Barnett. Et notamment, Lukasz Brzeski, c'est intéressant parce que lui, il avait battu à la décision Walter Walker. Il n'y a pas trop d'écart entre les deux combats. Hein. Quand Lukasz Brzeski bat Walter Walker, on parle de avril 2024. Et sa victoire face à Lukasz Brzeski, Kennedy Nzechukwu, c'est décembre 2024. Donc il n'y a que 8 mois qui séparent les deux combats. Kennedy Nzechukwu, c'est quand même quelqu'un qui va jouer beaucoup sur son allonge. Il a 2m11 d'allonge, c'est beaucoup. Il a un très bon striking, enfin très bon, c'est pas un striking d'élite, loin de là, mais il a un vrai bon striking et je pense qu'avec son allonge, il peut vraiment faire quelque chose dans cette catégorie. De côté, Walter Walker, c'est quelqu'un, quand on garde ses victoires, il a l'air assez complet, mais c'est quelqu'un qui va quand même plus chercher le sol, plus le contrôle cage. Walter Walker, je déteste son striking. Vraiment, il est très soporifique et il est vraiment pas bon en striking, Walter Walker. Maintenant, le style de Walter Walker, c'est d'épuiser l'adversaire et de faire un combat pourri. C'est notamment comme ça qu'il a gagné récemment. Avant de gagner face à Dontel Mays et Junior Tafa, on parle de 2 soumissions premier round, les 2 heel hook, pas mal. Mais c'était sa défaite justement, je pense, jusqu'à Lukasz Brzeski. Ouais, c'était ça justement que j'avais regardé, son premier combat de Walter Walker, j'avais regardé. Qui était vraiment nul. Le striking de Walter Walker, faut vraiment pas compter dessus. Moi, j'ai parié sur le fait que Walter Walker n'arrivera pas à soumettre Kennedy Nzechukwu. Je pense que Kennedy Nzechukwu a de trop longs membres, va être trop grand, il va être trop imposant et va imposer son striking durant le combat. Et du coup, je suis parti sur une victoire de Kennedy Nzechukwu. Je pense pas qu'il arrivera à mettre KO Walter Walker parce que Walter Walker, c'est quelqu'un qui est assez chiant, comme je vous l'ai dit.
Donc je vois une victoire par décision de Kennedy Nzechukwu. On continue avec un combat qui moi va m'intéresser personnellement dans la catégorie des flyweight. On a Lauren Murphy contre Edouard Damura. Tout simplement le combat de la vétérante contre celle qu'on veut faire monter. Lauren Murphy, très grosse vétérante, hein, elle est là depuis 2014 dans la catégorie. Elle est en 8-6 à l'UFC maintenant. Lauren Murphy, il y a 2 combats, il y a 3 combats plutôt. Elle a affronté Valentina Shevchenko pour le titre des flyweight. Donc c'est pas non plus n'importe qui. Depuis elle a battu Miesha Tate et elle a perdu face à Jessica Andrade. Maintenant elle est sur un combat par an, elle n'a pas combattu depuis 2023 Lauren Murphy, donc il y a quand même une bonne période d'inactivité, sachant que son combat face à Jessica Andrade, donc son tout dernier combat qui était une défaite, ça date de janvier 2023, donc on parle de 2 ans et demi d'inactivité pour Lauren Murphy. De l'autre côté, Edouard Damura est quand même assez active, hein. Son dernier combat il date de novembre 2024. Elle a fait 2 combats en 2024 et elle est sur 3 combats à l'UFC et sur 2 victoires, une défaite. Edouard Damura, donc elle est en 11-1 en carrière. De côté de Lauren Murphy, elle est en 16-6, je dis pas de conneries, elle est invaincue avant l'UFC, ouais c'est ça, elle est invaincue avant l'UFC, Lauren Murphy. Edouard Damura, c'est pour ça que ce combat m'intéresse bien, c'est que j'aime beaucoup Edouard Damura. C'est une combattante que je suis quand même assez de près. Et Edouard Damura, il faut savoir que sa seule défaite c'était face à Denise Gomez dans la catégorie des strawweight, donc la catégorie d'en dessous, donc qui n'est pas la catégorie d'Edouard Damura. Et il faut savoir que Denise Gomez c'est une tueuse. C'est quelqu'un qui met KO tous ses adversaires, mais elle n'a pas réussi à mettre KO Edouard Damura. Edouard Damura qui avait raté le poids pour ce combat là, donc elle n'était pas forcément en forme physique. Elle a quand même amené Denise Gomez jusqu'à la décision, même si elle a perdu ce combat. Maintenant, je pense que sur ce combat-là précis, là qu'on voit Lauren Murphy face à Edouard Damura, je pense quand même que l'inactivité de Murphy va jouer beaucoup. Je pense que Edouard Damura c'est quand même quelqu'un qui va savoir contrôler le combat, qui va savoir prendre les points comme il faut, et je pense qu'elle va prendre les rounds et je la vois bien gagner à la décision. Je vois pas forcément un finish parce que on va quand même pas être sur un combat vraiment cool à regarder. Je pense qu'on va être sur un combat assez soporifique quand même, et surtout Lauren Murphy sur ses 6 défaites elle en a 5 à la décision. Edouard Damura sur ses 11 victoires elle en a que 2 à la décision, elle en a quand même 6 à la soumission et 4 par KO. Mais je verrai quand même une décision de la part d'Edouard Damura que je vois monter dans cette catégorie des flyweight. On continue chez les welterweight. Jake Matthews va affronter Chidi Njokuani et ce combat m'a cassé la tête. Ce combat m'a cassé la tête parce qu'on a pile poil le profil du mec qui est principalement un mec qui met des KO et de l'autre Jake Matthews qui est complet mais qui fait quand même beaucoup de soumissions, hein. Sur ses 21 victoires il en a actuellement 6 par 6 non, 8 par soumission, je ne sais pas lire. Désolé, j'ai pas mes lunettes, c'est pour ça. Donc en fait, fallait voir qui on voyait gagner maintenant. Je pense quand même que Jake Matthews est peut-être un meilleur combattant que Chidi Njokuani. Les deux ont chacun une victoire, un combat, une victoire en 2025. Maintenant, il y a une grosse différence physique entre les deux. Jake Matthews, il fait 1,75 pour 1,81 pour 1,85 d'allonge, tandis que Chidi Njokuani, c'est 1m91 pour 2m3 d'allonge. Donc il y a une grosse différence physique. Et moi, je suis parti sur le pari que Chidi Njokuani va savoir imposer son striking. Et il va faire comme en début d'année. Début d'année, il avait mis KO au deuxième round Eliseu Zaleski. Oui, Eliseu Zaleski. Je pense qu'il va faire la même chose avec Jake Matthews. Je pense qu'il va le mettre KO. Deuxième round, je pense que les coups vont être trop forts. Jake Matthews, il va tenter de l'emmener au sol. Maintenant, le problème, ça va être la différence physique. Je pense qu'il n'aura pas la force pour emmener Njokuani au sol. Et du coup, je vois Njokuani s'imposer par KO. Deuxième round. On continue avec le combat entre Chris Curtis et Max Griffin. Chris Curtis qui descend de catégorie, qui descend chez les welterweight. Il aura l'avantage, il n'aura pas l'avantage d'allonge, je vais dire n'importe quoi, il n'a ni avantage d'allonge ni avantage de taille, hein. C'est vrai que c'est pas non plus un middleweight né, du coup le fait qu'il descende en welterweight c'est un peu naturel pour Chris Curtis. D'ailleurs c'est pas son premier combat en welterweight, hein. Maintenant c'est un combat de vieux, hein. C'est un combat de vétéran. D'un côté Chris Curtis a 37 ans, bientôt 38, de l'autre Max Griffin a 38 ans, 39, bientôt 40. Ouais, je me trouve dans les noms carrément alors qu'ils sont devant mes yeux. Chris Curtis est quand même bien favori. Donc je vous spoil, hein, je vois aussi Chris Curtis s'imposer à la décision tout simplement parce que Chris Curtis gagne principalement ses combats à la décision. On est sur 15 victoires par KO, 13 par décision, donc c'est un peu 50-50. Maintenant, ce qui m'a fait choisir la décision, c'est que Max Griffin, sur ses 11 défaites, il en a 9 à la décision. Donc je vois Chris Curtis s'imposer à la décision. Je pense que c'est quand même un meilleur combattant que Max Griffin. Max Griffin sur ses derniers combats, c'est une défaite face à Michael Chiesa, une défaite face à Michael Morales, une défaite face à Nate Magny, et sinon entre temps il y a une victoire face à Tim Means et une victoire face à Terimia Wells. C'est pas fou. Le côté Chris Curtis, bon c'est en middleweight, du coup est-ce qu'on compte, je ne sais pas, mais c'est 2 défaites face à Roman Kopylov et Brendan Allen, et sinon c'est une victoire face à Marc-André Barrio,
un no contest face à Nassourdine Imavov. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense quand même que Chris Curtis va s'imposer à la décision. Je pense pas qu'on va être sur un combat très intéressant à regarder. On continue avec un combat qui m'intrigue un peu. Junior Tafa contre Tuco Tokos, il m'intrigue tout simplement parce que c'est un combat chez les light heavyweight et que Junior Tafa est un heavyweight qui du coup descend de catégories. Donc ça m'intrigue un peu. J'ai vu une photo récemment de Junior Tafa, je vous laisserai voir sur les réseaux, qui est quand même bien en shape. Il est quand même bien en shape chez le 93. Ça montre quand même que beaucoup de heavyweight sont juste en heavyweight parce qu'ils ne veulent pas faire de cutting. Et les frères Tafa sont l'exemple même de ça. Et ce qui est encore plus frappant sur ça, c'est que même s'il descend de catégorie, donc c'est un ancien heavyweight, Junior Tafa n'aura ni l'avantage de taille ni l'avantage d'allonge. Il a 2 cm de moins que Tuco Tokos, 1m91 pour 1m93 pour Tokos, et surtout l'allonge 1m83 pour Junior Tafa, ce qui est très petit. Il a une très petite allonge Junior Tafa pour sa taille. Tuco Tokos c'est 1m93 d'allonge, donc ça va être compliqué pour Junior Tafa. Maintenant, Tuco Tokos c'est le bas de la catégorie des light heavyweight. De l'autre côté, Junior Tafa c'est le bas de la catégorie des heavyweight. Maintenant, je crois un peu à Junior Tafa qui descend de catégorie. Junior Tafa c'est quelqu'un qui est en 3-5 à l'UFC, si je dis pas bêtise. Non, pas du tout, il est en 2-3 à l'UFC. Tuco Tokos il est en 0-2 à l'UFC. Maintenant, Tuco Tokos il a 2 défaites. C'est face à Navajo Sterling et Oumar Sy. Donc quand même 2 prospects chez les light heavyweight, même si j'ai quelques réserves sur Sterling. Junior Tafa, lui, son dernier combat c'était une victoire face à Sean Sharaf en octobre 2024. Avant ça il avait une défaite face à Walter Walker. Donc voilà, c'est pas non plus le haut niveau. Ça va être pas un combat très beau techniquement à regarder. J'ai mis une victoire de Junior Tafa à la décision parce que je pense qu'on va s'ennuyer pendant 15 minutes. Je vois pas forcément. Enfin, il pourrait y avoir un KO parce qu'ils ont quand même de la puissance dans les points, les frères Tafa. Mais ça va pas être beau à regarder et je pense même pas qu'il va réussir à mettre KO. Mais je verrai quand même une victoire à la décision de Junior Tafa. On continue avec un autre changement de catégorie. Vitor Petrino qui monte cette fois-ci de catégorie, qui quitte les light heavyweight et qui rejoint le roster des heavyweight et qui va affronter Austin Lane. Austin Lane, c'est le bas de la catégorie des heavyweight. C'est bon, il faut bien débuter quelque part pour Vitor Petrino dans cette catégorie. Vitor Petrino qui est en 11-2. Le problème de Vitor Petrino, c'est qu'il est sur 2 défaites. Et une défaite, tout ça assez con face à Anthony Smith où il le dominait debout. Il aurait pu même le mettre KO, mais il se plonge dans le takedown de. Enfin, il takedown Anthony Smith et il se prend une guillotine assez bêtement. Par contre, face à Dustin Jacoby, il se prend un overhand, je crois. Je suis pas sûr, mais il se prend une grosse frappe qui le met KO instant, qui le fait totalement devenir inconscient. De l'autre côté, Austin Lane, c'est comme je vous dis, c'est le bas de la catégorie des poids lourds. Il est sur une défaite face à Mario Pinto en début d'année. Avant ça, il était sur une victoire face à Robelis d'Espagne à la décision, où c'était un combat ultra soporifique. Et avant ça, c'est une défaite face à Jonathan Diniz et Justin Tafa. C'est pour vous dire le niveau de Austin Lane. C'est vraiment pas fou pour quelqu'un qui est en 13-6 et 13-6 pour un bilan de 1-3 à l'UFC. Vitor Petrino, il est en 4-2 à l'UFC. Avant cette défaite, il était quand même en 4-0. On parle quand même de victoire face à Modestas Bukauskas, qui est quand même bon, qui est au port du top 15, qui notamment, si je dis pas de conneries, non, je dis une connerie, il va affronter Paul Craig. Je veux dire, il va tenter de rentrer dans le top 15 à l'UFC Paris, mais non. Il va affronter Paul Craig qui n'est pas classé chez Light Heavyweight. Écoutez, pour moi, Petrino, c'était quand même un très gros light heavyweight. Je pense qu'il a quelque chose à faire dans cette catégorie des heavyweight. Il a énormément de force dans les points. Donc écoutez, moi je vois tout simplement une victoire par KO de Vitor Petrino. Au niveau des allonges, des tailles, tout ça, Vitor Petrino n'aura pas l'avantage. Il fait 1m98 pour 2m3 d'allonge Austin Lane, donc c'est compliqué à battre. Maintenant je vois quand même une victoire par KO de Petrino. L'allonge ne veut pas tout dire. Vous allez voir ça sur la suite de la carte. C'est vrai qu'on a un main event où il y a une grosse différence d'allonge, une grosse différence de taille. Et pourtant ce n'est pas aussi facile que ça à pronostiquer. Mais en tout cas sur ce combat là, je parie, non, ne pariez pas, c'est pas bien. Mais par contre, je prono Vitor Petrino par KO, premier round. Prochain combat, et celui-là, mesdames et messieurs, il nous intéresse énormément. Morgan Charrière face à Nate Landwehr chez les featherweight. Morgan qui sort d'une défaite face à Nathaniel Woods à l'UFC Londres. De l'autre côté, Nate Landwehr, lui, son dernier combat, c'était une défaite face à Du Ho Choi en décembre 2024, donc c'était lors de l'UFC 310. Il avait perdu par KO, 3e round. Du Ho Choi, c'est quand même un gros client chez les featherweight, donc c'est un peu normal pour Nate Landwehr de perdre. Normal non, parce qu'on a quand même une belle guerre. Morgan Charrière, lui, malheureusement, s'est fait dominer de A à Z par Nathaniel Wood plus tôt dans l'année. Ça va être une guerre, ça va être... Pour moi, je parie sur le Fight of the Night pour celui-là, et même potentiellement un Fight of the Year. Maintenant, ça va être compliqué pour moi de battre Brandon Royval contre Joshua Van. Clairement, possiblement le Fight of the Night.
Ça va être une guerre intense sur 3 rounds, je pense pas que ça va aller au sol. On va être full debout pour moi. Les deux se tabassent la gueule H24. De toute façon, vous connaissez Morgan. Morgan, dès qu'il est dans le cash, un fight of the night minimum. Face à Nate Landwehr, il va l'avoir cette guerre. Nate Landwehr, c'est quand même quelqu'un qui privilégie le KO. Hein, il a 9 victoires par KO sur ses 18 victoires, donc plus de 50% de victoires par KO, enfin 50% pile poil. Morgan, sur ses 20 victoires, il en a plus de 60% par KO, 12 victoires par KO pour Morgan. Je pense que Morgan est plus fort techniquement, hein. Je pense qu'il est meilleur techniquement, il est meilleur debout, il est meilleur au sol. Ce serait peut-être une clé à jouer, le sol, en vrai, pour Morgan. Donc ça m'étonnerait pas en fait qu'il aille chercher le sol, Morgan. Maintenant, Nate Landwehr, pour moi, il ira pas chercher le sol parce qu'il sait qu'il est moins bon que Morgan au sol. Maintenant, je pense qu'on a un Morgan qui veut terminer vite le combat pour espérer être à Paris en septembre. Donc je pense qu'on a un Morgan qui va être en mission et qui va essayer de mettre KO ou de soumettre rapidement Nate Landwehr. Le plus probable, je vous le dis, le plus probable pour moi, c'est la soumission de Morgan dans les premiers rounds pour ne pas prendre trop de dégâts et s'assurer un combat à Paris. Maintenant, je pense que la carte est déjà pleine à Paris. Donc je ne pense pas que Morgan aura sa place à Paris. Et si ce n'est pas le cas, c'est le prono que moi je vois. Je ne vois pas un combat qui aille à la décision. Je pense clairement qu'il y a un des deux qui va tomber par un KO. Et je pense que c'est Nate Landwehr qui va tomber au 3e round. Je vois bien Morgan avec la jeunesse, hein, parce que Nate Landwehr, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un vétéran. Il a 37 ans, Nate Landwehr, 1m75 pour 1m83, donc il aura l'avantage d'allonge et l'avantage de taille sur Morgan. Mais il n'aura pas l'avantage de l'âge. Hein. Et Morgan est favori, en effet, les deux sur ses 3 victoires, sur 5 derniers combats. Il est en 5-4 à l'UFC, Nate Landwehr. Mais je vois perdre. Je vois perdre maintenant, Nate Landwehr. Ses défaites à l'UFC, c'est Julian Erosa, c'est Danny Gay, c'est Duo Choi, c'est Herbert Burns. Et il a quand même battu des noms comme Darren Elkins, contre Ludwig Klein, David Onama. Donc il n'est pas du tout à négliger Nate Landwehr. Maintenant, comme je vous dis, je vois Morgan s'imposer par KO, 3e round de notre français. Et on continue avec le combat qui pourrait être le Fight of the Night. Si Morgan contre Nate Landwehr n'est pas le Fight of the Night, ce sera clairement celui-ci. Steve Garcia contre Calvin Kattar dans la même catégorie que Morgan, donc chez les poids plumes, donc les moins de 66 kg. Calvin Kattar qui va tenter de défendre sa place du top 15, lui qui est 14e. Steve Garcia qui lui va du coup tenter de rentrer dans le top 15. Et pourquoi c'est un Fight of the Night? Tout simplement parce que pour ceux qui connaîtraient Calvin Kattar, vous savez, c'est un boxeur, c'est un très très bon boxeur. Il reste tout le temps debout. De l'autre côté, Steve Garcia, bah écoutez, je vais juste vous le dire, hein, à l'UFC, c'est 7 combats, 8 combats, 6 victoires, 2 défaites. Et ces 6 victoires, c'est 6 KO. Premier round ou deuxième round. Et notamment, il est sur 5 victoires par KO. 3 premiers rounds, 2 deuxième round. Et sur ces victoires par KO, on a notamment des victoires par KO premier round sur Chase Hooper et Melquizael Costa, qui sont deux très gros prospect. Melquizael Costa chez les featherweight et du coup Chase Hooper qui est monté de catégorie après cette défaite, lui qui est monté chez les lightweight. Steve Garcia, ça frappe très fort. Maintenant, Calvin Kattar, c'est quand même quelqu'un qui est très bon en boxe, hein. Je pense que Calvin Kattar qui a déjà perdu cette année face à Youssef Zalal, je pense pas que Steve Garcia utilisera le même style de combat, le même style de boxe, de striking que Youssef Zalal, qui lui avait beaucoup tourné autour de Kattar pour un peu jouer en touche. Steve Garcia, c'est quelqu'un qui va foncer sur Kattar, c'est quelqu'un qui va frapper très fort, qui va tenter de le mettre KO le plus rapidement possible. Maintenant, Kattar, c'est quand même quelqu'un qui est très solide, hein. Il n'a qu'une seule défaite par KO, c'était une défaite par KO deuxième round sur ses 9 défaites. Non, Calvin Kattar, c'est quelqu'un qui est sur 4 défaites d'affilée. Défaite face à Josh Emmett, défaite face à Arnold Allen, défaite face à Aljamain Sterling, défaite face à Youssef Zalal. Alors oui, c'est que des gros noms. Je vous l'accorde, c'est que des gros noms. Et même avant ça, ses seules défaites, c'était face à Renato Moicano, Zabit Magomed Sharipov et Max Holloway. Voilà les seules défaites en carrière à l'UFC de Calvin Kattar. Que des gros noms. Est-ce que Steve Garcia peut s'imposer dedans? Je pense que oui, parce que Calvin Kattar, comme je vous l'ai dit, 4 défaites d'affilée, c'est le vétéran entre les deux, je pense, hein. Je regarde juste. Ouais, 37 ans pour Calvin Kattar, contre 33 pour Steve Garcia. Steve Garcia qui est favori, hein. Et Steve Garcia qui aura l'avantage de la taille et de l'allonge, pas beaucoup, hein. 3 cm pour la taille, 2 cm pour l'allonge, avec 85 à l'allonge. Les gens voient principalement une victoire par KO de Steve Garcia, et je vais être honnête, je vois la même chose. Je vois la même chose, je vois une victoire par KO, deuxième round de Steve Garcia. Je pense pas qu'il arrivera à le terminer premier round, par contre il peut le terminer deuxième, hein. C'est un round sur lequel il a déjà été mis KO Calvin Kattar, et notamment c'était une défaite face à Arnold Allen, cette défaite par KO. Maintenant, le problème, c'est que cette défaite par KO, c'était une blessure.
ce n'était pas un KO pur. Il n'a jamais été réellement mis KO, il a déjà été soumis, j'allais dire, il n'a jamais été soumis, si, il a déjà été soumis, mais c'était au tout début de sa carrière, donc 2008, comment vous dire que c'était il y a assez longtemps. Et de toute façon, c'est pas Steve Garcia qui va le soumettre, donc je vois quand même Steve Garcia gagner par KO, sinon ça va être la décision. Mais voilà mon prono, victoire KO, deuxième round de Steve Garcia. Et là, on est sur un combat intéressant. On est sur le co-main event. Stephen Thompson qui va défendre sa place du top 15. Lui aussi, 12ème chez les welterweight qui va tenter de défendre sa place face à Gabriel Bonfim. Le petit frère Bonfim, hein. Gabriel Bonfim qui est en 17-1 en carrière. C'est très fort, hein. 17-1, surtout quand tu sais que sa seule défaite à Gabriel Bonfim, si je dis pas de conneries, sa seule défaite c'était face à Nicolas Dalby, donc quand même un gros nom sur la catégorie des welter. Par ticket au deuxième round, mais sinon en dehors de ça c'est que des victoires, que du vert. Il est actuellement sur 2 victoires, une victoire face à Anjousa par décision et une autre face à Chaos Williams, Darkchoke, deuxième round. C'était cette année d'ailleurs ce combat là. Écoutez, j'adore Stephen Thompson, c'est un de mes combattants préférés. Maintenant Stephen Thompson, le problème c'est qu'on lui met bourbier sur bourbier. Ses derniers combats, Stephen Thompson, je regarde juste, c'est Joaquin Buckley, c'est Shavkat Rakhmonov, donc on lui met 2 défaites d'affilée du coup, face aux 2. Donc là on va lui mettre le 3ème bourbier d'affilée. Avant ça il a une victoire face à Kevin Holland, mais avant ça il avait une défaite face à Gilbert Burns et une défaite face à Belal Muhammad. L'UFC en ce moment ils aiment pas trop Stephen Thompson, hein, parce que Gabriel Bonfim, pour vous dire, c'est quelqu'un qui a 17 victoires et qui sur ses 17 victoires en a 13 par soumission. Et le jeu de sol, c'est pas du tout sa spécialité. Stephen Thompson, vous le savez, hein, c'est quelqu'un qui est en kickboxing. Et si je dis pas de conneries, il était en 57-0 en kick. Stephen Thompson, je crois que c'était ça, 57-0. Un record. Voilà. Hein. Donc là, c'est juste, est-ce que Gabriel Bonfim va réussir à amener au sol Stephen Thompson qui a une grosse défense de lutte. Est-ce que Stephen Thompson, lui, va réussir à imposer son striking à Gabriel Bonfim? Je vous le dis, c'est assez compliqué. Maintenant, il y a l'âge qui joue. D'un côté, on a Gabriel Bonfim qui a 27 ans. De l'autre, on a Stephen Thompson qui a 42 ans. Et 42 ans sur 2 grosses défaites. On lui redonne un bourbier. Gabriel Bonfim qui est vraiment à fleur de l'âge, on peut dire, hein, clairement. Je vois une soumission de Gabriel Bonfim au deuxième round. Je pense que Stephen Thompson survivra à ce premier round, mais je pense pas qu'il survivra au deuxième round. Et du coup, je vois une soumission de Gabriel Bonfim. Comme face à Chaos Williams. Hein. Chaos Williams, il avait soumis le deuxième round. Je pense qu'il va faire la même à Stephen Thompson. Malheureusement, il se pourrait bien que Stephen Thompson perd sa place dans le top 15 suite à cette défaite. Et c'est un peu triste, hein, comme fin de carrière pour Stephen Thompson. Il va peut-être prendre sa retraite, hein, parce que 42 ans, c'est quand même beaucoup. Maintenant, il aime beaucoup combattre, donc on va voir. Mais ouais, je vois Gabriel Bonfim par soumission au deuxième. Et pour terminer, le main event d'Eric Lewis face à Talisson Teixeira, le numéro 9 de la catégorie des poids lourds contre le numéro 13. Écoutez, hein, je vous mets les chiffres devant moi. Alors, je vous mets les chiffres. Non, je me mets les chiffres devant moi, sinon je vais pas pouvoir les dire. Hein. On a d'un côté d'Eric Lewis qui est en 28-12 à l'UFC. Sur ses 28 victoires, c'est simple, c'est efficace, 23 KO. 23 KO. Et sur ces 23 KO, il en a 9 premier round de l'autre côté, Talisson Teixeira. Alors lui, on peut pas faire plus simple. 8-0 en carrière, 1-0 à l'UFC. Sur ses 8 victoires, il en a 7 par KO, tous premier round. Et sinon, sa seule victoire qui n'est pas par KO, c'est une soumission. Premier round aussi. Donc voilà. Voilà. C'est assez simple. De son côté, Talisson Teixeira, du coup, est en 1-0 l'UFC. Il avait battu Justin Tafa par KO premier round lors de l'UFC 312. D'Eric Lewis, lui, est sur une victoire face à Rodrigo Nascimento en mai 2024. KO troisième round. Là, c'est le premier qui touche l'autre qui a gagné. Hein. Je vais être honnête. Hein. je vais être honnête, c'est le premier qui touche l'autre qui a gagné pour moi. Maintenant, c'est vrai que d'Eric Lewis est chiant. On a pu voir face à Francis Ngannou, qui peut être un style de combat qui peut se rassembler, hein. Enfin qui peut se ressembler à celui-là face à Francis Ngannou, qui était aussi un mec qui touchait, qui éteignait, et qui ne osait pas se toucher. Il avait réussi à battre Francis Ngannou à décision. Est-ce qu'il arrivera à faire pareil avec Talisson Teixeira? Il a l'expérience d'Eric Lewis. Maintenant, d'Eric Lewis. D'Eric Lewis, c'est 1m91 pour 2m1 d'allonge, ce qui est beaucoup, hein, mais ce qui est pas beaucoup à côté des 2m1 de taille et des 2m11 d'allonge de Talisson Teixeira.
En fait, pour moi, soit on est sur une décision d'Eric Lewis, soit on est sur un KO premier round de Tyson Teixeira. On est sur 5 rounds. Du coup, je ne pense pas que ce combat durera 5 rounds. Donc pour moi, va être sur un KO premier round de Tyson Teixeira qui va monter de catégorie. Il y a aussi l'âge qui joue parce que 25 ans pour Tyson Teixeira, 40 ans pour Derrick Lewis. Ça joue qu'on le veuille ou non. Donc voilà, moi je vois une victoire par KO de premier round de Tyson Teixeira. Du coup, voici mes pronos finaux. Vous les voyez juste là. Nous, on se retrouve comme d'habitude tous les samedis soirs à partir de 20h en live sur TikTok pour parler en amont de l'événement. À partir de 23h30, nous serons en live sur Twitch et sur TikTok pour réagir à ça. Et vous aurez dans la description le lien pour regarder l'événement avec nous en direct sur notre serveur Discord Cage Spirit. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à marquer un petit Let's Go Pirate pour Morgan dans les commentaires pour que je sache qui a regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager. C'était OS.